même, tu prends les grands classiques, conception systématique à l'allemande des années 50, c'est forcément de dire, bien sûr c'est fait avec des choses qu'on savait avant, mais il y a quelque chose de plus, qui tient à une façon particulière, un rapport particulier au savoir, qui n'est pas un rapport de description de l'existant, mais de capacité à faire surgir quelque chose de l'inconnu, j'allais dire néant, mais ça n'a pas beaucoup de sens, de l'inconnu. Donc on transformait de l'inconnu en connu, et ce processus-là était à la fois, je te dis, une énigme et un vrai espace de compète. Il y avait un vrai enjeu à savoir qui serait capable d'en rendre compte avec les critères qu'on s'attend habituellement à avoir un bon modèle, de la part d'un bon modèle, c'est-à-dire rigueur, contrôle du raisonnement, puissance d'explication des faits, mise en lumière de phénomènes qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent. Enfin, c'est ça la compète. Hein. C'est qui va être capable de proposer un modèle suffisamment général, universel, et en même temps avec les bons critères de la science contemporaine. Donc voilà, je pense qu'il faut replacer aussi alors une énigme intellectuelle doublée évidemment qui avait des échos dans le monde industriel. Parce que si on est piégé à ce point-là dès qu'on démarre heureusement sur l'innov, on imagine ce que ça peut vouloir dire quand on se demande quel investissement on doit consentir pour la direction de l'innovation, pour le knowledge management, comment on évalue un directeur d'innov, un chef de projet. Enfin, l'aporie intellectuelle, elle se traduit par des éventuels désastres managériaux. Oui, on peut pas. Et donc l'énigme, à la fois nous on la voit parce que Armand, Benoît étaient c'est évidemment des grands chercheurs et intellectuels avertis, donc ils voyaient depuis longtemps cette question. Ils avaient beaucoup bossé sur le système expert, c'est pas un hasard. Oui. La question de la structure du savoir, c'est un truc qui comptait pour eux. Ils voyaient bien que beau mettre les choses en ordre, ça correspondait jamais à la logique d'action. Une sorte d'interaction entre l'action et le savoir qui était toujours quelque chose de créatif en fait dans les systèmes experts. Et donc cette énigme-là, il l'avait vue déjà d'un point de vue intellectuel. Mais en plus, c'est renforcé par l'idée qu'on a Renault, c'est 10 000 ingénieurs et techniciens qui vient et qui dit écoutez, on ne s'en sort plus quoi. Le bureau d'études, on ne sait plus comment gérer ce monstre. C'est des puits de savoir, c'est absolument extraordinaire à gérer. C'est des usines à col blanc qui ont pris des tailles à l'époque. Hein, on est à la fin des années 80, c'est déjà des mastodontes. Mais en fait, on sait gérer les usines, mais ça, on ne sait pas ce que c'est, quoi, finalement. On a mis les projets en place, mais ça nous sauve de certains risques, mais ça en crée d'autres. Donc voilà, aidez-nous à mieux gérer cette activité de conception. C'est ça le point de démarrage. Et je pense que il y a quand même une énigme intellectuelle très très forte au début et une vraie concurrence. Alors, après, comment on la trouve, je te dis, je pense qu'il y a une lignée de travaux. Le CGS était effectivement positionné sur la question des modélisations de la connaissance depuis longtemps. Donc il y avait ça. Et de fait, le lien à l'industrie, c'est le signal d'alarme, quoi. Quand un grand industriel te dit j'arrive plus à gérer mes 10 000 ingénieurs, c'est vrai, on peut dire qu'il y a un petit problème. Donc voilà. Je crois que c'est ça le point de démarrage, et ça explique aussi, peut-être rétrospectivement, le breakthrough. Oui. L'énorme effort, ça a été de dire, si c'est pas la mise en ordre du connu à la connaissance, alors il faut comprendre ce processus qui fait qu'on passe du connu à l'inconnu. Le comprendre, le modéliser, il faut, dans une théorie, il y a toujours un coup de force. Hein. On va imposer une façon de voir le monde. Hein. Donc, dans la théorie CK, il y a un coup de force qui consiste à dire, imposons l'idée que ce qu'on appelle, ce truc un peu flou du démarrage de la conception, le brief des designers, l'intuition, la vision de l'architecte, imposons l'idée que ce truc, c'est une proposition extrêmement rationnelle, extrêmement rigoureuse, mais qui a une particularité spéciale, c'est qu'elle n'a pas de statut logique. On ne peut pas dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Alors évidemment, tu te dis, voilà, c'est bien compliqué. mais ce coup de force initial, supposons qu'il existe des propositions qui n'ont pas de statut logique, et qui se distinguent du monde des propositions qui ont un statut logique, qui est la base de la base, dans le CK, cette séparation entre deux mondes, le monde des concepts et le monde des connaissances. Ce coup de force initial va apparaître comme un coin qui va permettre progressivement d'écarter les pans d'un nouvel univers et une meilleure compréhension et donc de nouvelles théories. Et la théorie CK, je pense qu'elle est née de ça. Cet énorme effort de dire appelons ça un concept et voyons ce que ça donne.
Et après, il y a un travail de modélisation presque. Si le monde est comme ça, tu vois, ça ressemble à... L'intuition d'Hatchel qui est modélisée par Benoît Bayle. Non, c'est pas ça. Non, c'est plutôt... Non, non, bon, je sais pas comment ils ont travaillé tous les deux, mais c'est plutôt... C'est vraiment un travail de matheux, c'est presque comme les géométries non euclidiennes. On part de l'idée que qu'est-ce que ça donne si les droites se croisent à l'infini, et puis on déroule le truc. Donc on part de l'idée qu'il y a deux mondes, un avec statut logique, l'autre avec pas de statut logique, et puis on déroule le truc. Qu'est-ce qui se passe? Ils dialoguent comment ces mondes-là? Ça suppose quoi comme structure? Ça veut dire quoi une structure en K, une structure en C? C'est quoi les structures mathématiques sous-jacentes éventuellement? Qu'est-ce qui se passe si on l'applique dans certains univers, en théorie des graphes ou dans d'autres trucs? Et voilà. Et qu'est-ce que ça donne si on utilise cette grille de lecture pour interpréter les théories anciennes? Qu'est-ce que ça révèle de ces théories? Et qu'est-ce que ça donne si on se demande ce que c'est que la créativité dans ce monde du C et du K? Tu vois, c'est... Alors précisément, le recours à la théorie des ensembles, par exemple, c'est quelque chose qui, en gros, qui s'impose parce qu'il y a besoin d'instruments de modélisation, et ils arrivent là-dessus, ou bien ils l'avaient déjà en tête, et puis c'est venu naturellement. Ça vient d'un... Bon, c'est toujours pareil. Ça vient d'abord d'une question... Enfin, ça vient d'abord d'une remarque technique, qui est de dire... Quand Armand présente la théorie à Stockholm, au grand congrès de la Design Society, et il présente devant une salle assez bondée, pour une raison que je pourrais un jour te raconter. Il présente donc devant une salle bondée une théorie que personne n'avait jamais vue. Et au moment où il parle, il dit évidemment, vous remarquerez que quand j'écris une proposition en concept, il existe un objet qui a la propriété P de X. C'est comme ça que se présente un concept très très généralement. Eh bien, si on interprète cette phrase en théorie des ensembles, alors on ne peut pas accepter l'axiome du choix. Parce que du coup, cet objet, la proposition il existe X, P de X, eh bien on saura tout de suite en montrer un, et donc cette proposition devient vraie. Donc on ne peut pas accepter l'axiome du choix, et quelqu'un dans la salle dit attendez, vous êtes gentil, mais enfin l'axiome du choix, on ne peut pas comme ça imaginer une structure ensembliste sans axiome du choix, êtes-vous bien sérieux? On dit oui, vous avez raison, on va regarder quoi. Et il y a un stimulus de la communauté scientifique qui dit quand même, l'axiome du choix c'est sérieux, on ne peut pas. Et voilà, ça vient d'abord de là, c'est de se dire soyons rigoureux, normalement, en toute logique ça devrait être ça, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut reconstruire la théorie de l'ensemble? Alors coup de bol, non. Parce que la question, les scientifiques l'avaient réglée déjà 30 ans avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que ce monsieur scientifique n'était pas très savant, mais on sait très bien construire une axiomatique des ensembles sans axiome du choix, depuis au moins les années 60. Donc, ouf, tu vois, ça tombait bien, on avait tous les instruments qui permettaient d'expliquer que si, il n'y avait pas de problème, on avait une structure intéressante dans l'espace C, qui était de type ensembliste, si on acceptait un certain nombre d'hypothèses restrictives, et que dans cette structure ensembliste, on pouvait parfaitement se passer de l'action du choix, donc ça marchait, quoi. Tu vois, mais ça, c'est la science, que j'allais dire, dans son cours normal. Le modèle te pousse à être confronté à des sortes de contradictions intellectuelles, et tu regardes ce que ça donne. Alors, soit tu t'es planté et tu ne sais pas la résoudre, et ça veut dire que le modèle ne tient pas, quoi. Soit en fait, si tu arrives à la surmonter, et le modèle continue de tenir. Et c'est comme ça qu'il y a une sorte à la fois d'aiguillon quand même de la communauté scientifique, et puis de curiosité, parce que tu dis, tiens, c'est marrant, on est confronté à un truc là qui est très intriguant. Et en fait, c'est à partir de là, en fait, tu retrouves la filiation, c'est d'abord d'essayer d'éclairer est-ce qu'on peut avoir ZF sans AC? Oui, on peut. Mais du coup, le type qui a démontré qu'on pouvait avoir ZF sans AC, comment il a bossé, et c'est comme ça qu'on tombe sur le forcing. D'accord. Tu tombes sur le forcing en disant, attends, le type il a construit un ZF sans AC, construire, ça c'est de la conception, donc il a dû concevoir un modèle d'ensemble, mais il a conçu comment, et c'est là que s'ouvre de nouveau le grand espace du forcing, et de modèles encore beaucoup plus matheux. Alors c'est pas des modèles encore plus matheux, d'ailleurs je me laisse emporter, c'est pas exactement ça, c'est plutôt l'idée que si CK est rigoureux, alors ça doit faire écho à des choses dans d'autres disciplines. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que quand on trouve le forcing, le point intéressant, enfin quand on vraiment travaille sur le forcing, c'est qu'il se dit en fait ce que ça veut dire, c'est si on met en cas un modèle d'ensemble, normalement la théorie CK devrait pouvoir expliquer les extensions des modèles d'ensemble. Oui. Et donc normalement la théorie CK devrait être isomorphe, si on peut dire, au forcing. Donc c'est une sorte d'épreuve en fait. C'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre le rapport au forcing, c'est de constater que finalement CK résiste à l'épreuve d'une base K structurée en modèle ensembliste.
Ça, c'est intéressant parce que moi, j'avais compris que le forcing était en quelque sorte un outil opérationnel au service de la théorie. Et c'est pas simplement ça, c'est aussi une façon d'attester. C'est aussi une façon d'attester et de la rendre plus robuste. Alors après, une fois que l'épreuve est passée, tu t'aperçois que c'est comme d'habitude, la théorie résiste, mais du coup tu apprends plein de trucs. Comme quand tu fais un proto, quoi. Oui, exactement. Tu dis CK forcing, ça marche. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit plein de trucs. Parce que comme les matheux, ils ont poussé plein de trucs. Eux, le forcing, c'est des vieilles choses en fait. Quand on lit dans les années 90, 2000 plutôt d'ailleurs, les années 2000, forcing a déjà presque 40 ans. Donc c'est des vieux trucs pour les matheux. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une pensée de type scientifique qui se déroule et qui, en s'éprouvant, commence à découvrir ses applications. C'est pas spontanément ce que j'attendais, par exemple. Et c'est drôlement intéressant. Mais je pense que c'est... puisqu'on est dans la question des success stories, je pense que ça tient un peu à... La maison a... Alors, je ne sais pas si c'est une pensée d'ingénieur ou économie, tout ça, mais globalement, on va trouver dans beaucoup de situations, je pense, que tu vas étudier, cette idée que si tu modélises, ça accroît ta capacité d'action. Et CK a joué énormément comme ça. À partir du moment où j'ai séparé ces cas, alors brutalement, je peux penser différemment et je peux agir différemment et je peux réinterpréter des trucs. Il y a cette idée que le savoir est une augmentation des capacités d'action. Mais très profond, tu vois, c'est dans le... Ça se voit en chimie, c'est une assise. Tu as des chimistes qui vont jamais au labo, qui raisonnent d'abord sur des modèles, qui dessinent des molécules, tout ça. Et c'est à partir de leur performance intellectuelle qu'il peut y avoir ensuite des performances physiques et puis des percées. C'est vraiment, je pense... Et il y a aussi l'idée qu'il vaut pour ça. Tu vois, à la limite, un modèle qui n'aurait pas cette propriété-là, on va peut-être moins s'y attarder. Compris. Si il n'avait pas ce côté stimulant, surprenant, éclairant aussi, et qu'il se contentait de faire une sorte de remise en ordre sans étendre, c'est très important, mais il n'aurait pas tout à fait les bonnes propriétés, quoi. Et c'est très intéressant parce que la façon dont tu décris le modèle et son irruption répond finalement à ce que le modèle décrit lui-même de la percée créative dans le domaine de l'innovation. Ah, ça c'est possible. Il y a une sorte d'écho, tu vois. Il y a une génétique. Et à un moment, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qui quand même est logique. Tant mieux, à la limite. C'est pas complètement incohérent. Oui, la découverte de CK n'est pas complètement orthogonale. CK l'aurait expliqué. oui, c'est ça, c'est un peu ça. Oui, oui. C'est pareil, on utilise des cadres peut-être qu'on relit l'histoire. C'est avec les cadres qu'on a à sa disposition. Je sais qu'il y a des talmudistes cachés au CGS. Il y a notamment Francis Gasbourger, j'ai été son éditeur. Ouais. Il est imprégné de la pensée d'Armand. Alors lui, quand il pense, il faut tout déplier. D'accord. Je pensais qu'il revient sur elle-même. Bon, on a d'autres choses à dire. Bon, voilà. Il y a énigme, et à partir de cette énigme, la volonté de se laisser porter par la théorie. Oui. Alors, laisser porter un peu de facilité, parce que c'est pas ça, mais vraiment de se dire que il ne faut pas lâcher la théorie, parce que si tu la tiens avec rigueur, elle va t'emmener dans des endroits où tu ne serais pas allé intuitivement, en suivant la ligne la plus grandement habituelle. Je crois que c'est ça qu'on attend d'une bonne théorie, c'est qu'elle t'emmène dans des trucs bizarres. Et alors, à ce moment-là, qui est-ce qu'elle emmène ? Est-ce qu'elle emmène tout le CGS ou est-ce que c'est un truc d'actuel éveil ou... Par exemple, quand est-ce que toi tu débarques dans l'affaire ? Alors, c'est assez drôle. Alors, d'abord, la première exposition de la théorie, la première présentation de la théorie, c'est un cours. Ça, c'est intéressant du point de vue de... Ça m'a toujours beaucoup marqué. C'est d'abord... parce que c'est toujours cette énigme, monsieur. En 95, je crois, il est décidé de lancer une option, donc une formation un peu particulière pour les ingénieurs de l'école des mines, qui s'appelle ingénierie de la conception. Alors c'est quand même un mot très compliqué, surtout à l'époque où on parle très très peu de conception. Il faut que tu imagines un monde où le mot de conception, déjà ingénierie c'est compliqué, mais conception, les gens ne savent même pas ce que c'est à l'époque. Depuis le terme s'est totalement imposé, il s'est très largement diffusé dans le paysage français. Mais conception à l'époque c'est un truc, les gens ne saisissent pas bien ce que c'est. Conception comme traduction de design ou... Oui. D'accord. Absolument. Mais traduction au sens du design, le sens le plus large, tu vois. Engineering bien sûr, design, industrial design, enfin, vraiment de reprendre le vieux terme de conception français et de lui prêter cette ambition
que plus tard on considérera comme une ambition qui est le passage de la décision à la conception. Un vrai changement de paradigme pour les ingénieurs et les managers, si tu veux, c'est de Oui, dire. oui. Donc c'est ça tout de suite qu'on sent dans conception, enfin que Armand et Benoît mettent dans conception, qui il faut aller au-delà de structure de connaissances et décisions. Il faut se demander ce que c'est que cette activité qui non pas permet de décider entre des alternatives, mais permet de générer des nouvelles alternatives. Donc une sorte d'intuition, à mon avis, dès cette époque, qui a un changement de paradigme. Alors ça va devenir de plus en plus vrai, parce qu'aujourd'hui on défend l'idée que en gros, les sciences de gestion sont rentrées dans un paradigme post-décisionnel. Tous azimuts, que ce soit en gouvernance, en management, en RH, en marketing, enfin, on a changé de monde. Peut-être même pas seulement les sciences de gestion. Mais voilà, post-décisionnel. Je pense qu'il y a cette intuition dans conception. Et quand il lance l'option en 95, Armand, Benoît, à l'époque, il y a aussi comment s'appelle, Jean-Claude Sardas, Christophe Midler, qui sont dans cette aventure. Oui. Christophe Midler qui apporte toute la tradition gestion de projet. Et je comprends à présent pourquoi les premières cases tu dis c'est sur l'automobile en fait. Il y a Oui, Renault d'un côté puis Renault de l'autre. Oui, absolument. Et effectivement, des partenaires industriels qui sont les grands employeurs, qui sont peut-être aussi les entreprises qui, à l'époque en tout cas, avaient le sentiment qu'ils avaient une sorte de responsabilité à traiter ces questions au nom de l'industrie en général. Souvent, quand on travaille avec les industriels, c'est aussi que ces industriels se sentaient le devoir de porter quelque chose au nom de l'industrie française. C'était Galois, Schweitzer C'était Schweitzer. Schweitzer, oui. C'était Schweitzer, avec des très grands ingénieurs qui ont porté les projets de Renault. Il y avait des très belles choses qui ont été faites. Je te renvoie à la thèse de... Le grand homme côté Renault, c'est Benoît qui a fait une thèse assez spectaculaire, une sorte quasiment de thèse d'État, c'est un pavé monstrueux, avec une étude d'un niveau de détail inégalé sur un bureau d'études. Rien n'existe de ce niveau-là sur ce que c'est qu'un bureau d'études et sur le bureau d'études de Renault. C'est bourré d'anecdotes, de travail hyper fin sur les activités d'ingénieur. Pareil de titan. Voilà, ça m'intéresse. Il y a un vrai boulot empirique derrière, qui sans doute, à mon avis, servi d'une sorte de constant ressort de rappel, de se demander si les formalismes correspondaient au moins de loin aux réalités rencontrées dans ce bureau d'études tentaculaire. Encore une fois, tentaculaire, il faut s'imaginer. Je pense que bon, les ingés le savent, mais sortis du cadre des gens qui travaillent en conception, il y a une sous-estimation au niveau quasiment de la culture industrielle, de la culture générale même. Il suffit d'y aller au technocentre. Oui, pour voir, mais physiquement, c'est un paquebot, quoi. Mais on rend... Moi, je fais le test avec tous mes étudiants. Maintenant, je commence plus un cours de conception un peu standard sans leur dire combien d'ingénieurs techniciens dans un bureau d'études automobile. Les plus audacieux te disent 500, quoi. Oui, exactement. Et ils ont l'impression qu'ils sont quand même un peu exagérés. Et c'est pas du tout l'ordre de grandeur, quoi. 10 000, 500, c'est les employés d'un hôpital de province. 10 000, c'est 20 fois ça. Et c'est que des cols blancs, enfin, c'est complètement délirant. Et donc, je crois qu'il n'y a pas du tout cette perception dans le grand public que l'industrie, c'est ça, quoi. L'industrie contemporaine, c'est aussi beaucoup ça, quoi. Et le 3% de R&D trompe complètement, quoi. On se rend pas compte que 3%. On dit 3%, c'est pas beaucoup, 3%, c'est pas 80%. 10 000, comment ça? Ah oui, quand même. Bon, bref, je dérive. Mais tout ça pour dire qu'il lance l'option en 95. Et donc en 96, il faut faire des cours. Et bon, il y a des cours de projet, il y a des cours de planif, enfin, il y a des cours qui vont de soi. Et puis il y a l'idée que non, c'est l'école des mines, on va faire des cours un peu solides, quoi. Donc on va faire une passage en revue des théories de la conception. Et à l'époque, il y en a. Donc il y a la théorie systématique à l'allemande, il y a l'axiomatique design dessous. Donc ils font un petit tableau qui ressemble un petit peu, je caricature énormément, mais qui a un peu tendance à ressembler à structure de connaissances combinaison, quoi. Et comme eux, ils viennent du monde des systèmes experts, ils font un petit laïus sur les systèmes experts, et ils disent, si on voulait faire une théorie un peu plus ambitieuse, alors ça devrait ressembler à ça, et on devrait s'éloigner des approches simoniennes du type problem solving, on devrait compléter les approches d'ingénierie systématique en ayant cette notion de concept. Et la première formulation de la théorie CK est le cours de synthèse des théories existantes, en disant, toute cette théorie, elle rate un truc, elle décrit pas bien cette logique de l'inconnu, et donc, voilà comment il faut apprendre une théorie de la conception, en partant de l'idée qu'il faut séparer le monde des connaissances et puis le monde de l'inconnu, le monde des concepts. Et donc, première formulation, 1980.
16, je crois, pour les premiers cours, de la théorie CK dans un poli de l'école des mines, dont il reste quelques incunables. Moi, j'avais le plaisir d'en avoir un. Et ça, c'est le point de démarrage historique. Alors après, ça va diffuser très très lentement, puisque la première publication académique, c'est 2009. Ah, c'est si C'est tardif. hallucinant, hein. Donc il a fallu 13 ans entre pour un papier international. En D'accord. anglais. Papier soumis en 2006, donc il y a quasiment 10 Papier ans. soumis en. Non, papier soumis en 2003. Il a fallu 6 ans. Quelle farce, le monde académique. 6 ans de review. Puisque 2003, alors le monde académique anglo-saxon découvre, enfin européen, international, découvre la théorie beaucoup par le congrès de 2003 dont je t'ai parlé à Stockholm, qui est une sorte de coup de tonnerre. C'est très amusant, c'est des histoires qui n'arrivent peut-être que dans les légendes, mais c'est assez drôle. Alors moi j'étais rentré dans le jeu, puisque c'était ta question initiale, je finis mes études à l'école en 96, et je ne suis pas les cours d'Armand. Mais j'avais décidé de faire une thèse au laboratoire, et je pars faire de la R&D en tant qu'ingénieur au laboratoire de Saint-Gobain en Allemagne. À l'époque il fallait faire un service militaire, donc j'ai fait la copée, comme je voulais faire une thèse, je discute avec Benoît, qui me dit pendant que tu es là-bas, écoute, on peut échanger par lettre, quoi. À l'époque c'était un peu sommaire, il n'y avait quasiment pas de mail, donc on échange avec les moyens du bord. Et quand on discutait, le labo était très marrant. Ce laboratoire de recherche était en plein bouleversement, lançait plein de projets innovants, c'était très marrant. Et donc le professeur me dit, écoute, ton labo il est quand même pas normal, quoi. Puisque tu fais, c'est bizarre. Ça ressemble à une activité d'innovation qu'on rencontre plutôt dans des petites boîtes à la Tefal, c'est l'époque où il y a Tefal partout. Donc on commence à travailler là-dessus, à échanger là-dessus. C'est comme ça que progressivement je suis rentré dans la boucle. Je reviens au labo en 98, et puis j'ai soutenu ma thèse en 2001, sur cette idée qu'on était en train de basculer de la R&D à la R&D, et que les rationalités de la conception, telles que les avaient décrites Armand et Benoît, étaient sans doute les outils et les raisonnements qui allaient permettre de décrire et de soutenir ces fonctions d'innovation. Alors, c'est pas moi, hein, je veux dire, c'est des thèses, oui, même les thèses sont des travaux collectifs, donc c'est à ce moment-là que je commence à travailler intensément avec Armand et Benoît. Voilà. Donc, mais dès cette époque-là, mais ça je pense, évidemment, le premier auteur c'est Armand, hein, c'est le premier cours c'est Armand. Très vite c'est Armand et Benoît qui vont faire les premières publis. Il faut imaginer, encore une fois, plutôt parce que c'est l'école des mines, je crois, ou en tout cas parce que nos labos sont très collaboratifs, Armand et Benoît vont faire cet effort de surtout pas rester tout seul, de s'entourer de chercheurs qui sont eux aussi intéressés. Très vite, la théorie étant... Christophe Mittler va aussi discuter ces choses-là, d'autres chercheurs du laboratoire. Moi, je me souviens, dès 96-97, il y a un séminaire au laboratoire, je me rappelle d'une grosse discussion sur attendez, ça peut que ça va marcher autrement. Enfin, il y a un gros travail sur ces cas. Ça socialise énormément. Oui. En interne ici, nos partenaires industriels vont être très très mouillés dans ces opérations, les soutenir. Et du coup, par exemple, on voit arriver un jour au laboratoire un grand suédois, très grand, c'est Gunnar Holmberg, qui débarque, ça devait être en 2001 par là, donc j'étais là pour le coup, et il débarque et il dit, écoutez, j'ai fait un benchmark de toutes les propositions théoriques en conception, et je suis tombé sur un obscur papier en français, mais ça a l'air intéressant, et puis on m'a dit que vous travaillez beaucoup avec l'industriel français sur l'Innov, j'ai entendu parler de vos travaux, j'ai regardé ce que faisaient les Américains, théorie CK, ça m'a l'air assez puissant, j'aimerais bien travailler avec vous. Et donc nous voilà partis à travailler pour Saab Aerospace à Linköping, en Suède. Alors on avait un labo en Suède à l'époque, donc ça permettait quand même de diffuser pas mal. Et à Linköping, alors là c'est un suédois, on discute avec le VP, le vice-président qui devait être Innovation Technologie, CTO, qui s'appelait Billy Fredriksson. Et comme tout bon VP suédois, il suit les travaux de recherche, discute, participe au comité de pilotage, enfin il est super impliqué. Et sympa, quoi. Ce qu'on sait faire avec le français, mais à la suédoise, avec peut-être une application de top management encore plus puissante que ce qu'on trouve en France. Et arrive le congrès de 2003, qui se passe à Stockholm, et les organisateurs du congrès se disent, il faudrait quand même quelqu'un d'important, d'un industriel suédois, qui vienne parler de l'innovation et de l'ingénierie de demain, et ils invitent Billy Fredriksson, qui, devant un auditoire de professeurs américains et européens, explique qu'il existe un truc qui s'appelle la théorie CK et qui permet d'expliquer tous les succès passés de Saab Aerospace.
Et t'imagines la tête de nos collègues qui, en gros, n'avaient absolument rien vu, puisque la plupart des trucs étaient en français, peut-être un papier en anglais, mais qui était dans une obscure conférence que personne n'avait lu, et qui se disent, mais c'est pas possible, c'est quoi cette théorie? Il y a 2000 personnes, quoi. 2000 personnes qui voient ce patron de boîte expliquer que l'avenir, c'est la théorie CK. À des profs qui savaient même pas ce que c'était, quoi. Et donc, t'imagines Armand présenter dans la séance suivante, dans une obscure petite salle, la théorie CK dans la conférence, et donc la salle se remplit de tous les participants qui se disent, bah, faut quand même qu'on sache, quoi. On peut pas, le mec là, il fait des chèques, quoi. Il a l'air de dire que ça explique plein de choses, on peut pas ignorer ça. Donc la salle se remplit, et c'est pour ça qu'il y a eu cet événement assez drôle du colloque de Stockholm 2003. Et après 2003, le papier est soumis, et là, c'est comme souvent dans les communautés académiques, c'est dur, quoi. Oui, oui, oui. C'est dur parce que ça rediscute beaucoup de choses, parce que la design theory, c'est pas un truc qui n'existait pas, c'est un truc qui existait plutôt bien, mais qui était aussi très critiqué, avec un paquet de gens qui expliquaient que bah, c'était pas possible d'avoir une théorie de la conception qui tienne compte de l'invention, par exemple. Donc évidemment, la théorie CK prend tout le monde à revers. En plus, elle s'inscrit dans une tradition simonienne qui n'était pas forcément très présente dans la communauté. Mais ceux qui y croient, mais quand elle était présente, c'est pour expliquer que c'était la solution. Or, justement, elle explique que c'est une solution très partielle, très insuffisante. Donc, en gros, elle prend tout le monde à revers. Et donc, c'est dur. Ça, faut être sérieux. Je te dis, 6 ans de review. Énorme boulot pour convaincre les reviewers. Mais en même temps, c'est le plaisir de la science. C'est-à-dire, les reviewers amènent des arguments, amènent des références par rapport auxquelles il va falloir se positionner. Et donc, il y a ce boulot qui est fait d'essayer de progressivement expliquer que si, ça tient, quoi. Ça tient, c'est sérieux. Il y a un petit exemple qui est construit à l'époque, c'est le premier exemple vraiment appliqué dans l'action, c'est le moteur magnésium CO2. Parce que les reviewers disent un exemple. Alors, bah, on pourrait bien sûr recoder un exemple ancien, mais ce qui serait mieux, c'est qu'on ait un exemple d'utilisation dans l'action. Et comme on a nos étudiants, et qui sont formés à CK depuis déjà 95, 96, tu vois, donc Oui, là, ils ont pu en 2003, on est costaud. Hein. Et donc en 2003, on a un très très bon étudiant avec lequel on est resté en contact, qui s'appelle Michael Salomon, qui dit moi je veux travailler dans l'aéronautique, et je voudrais faire du CK, et donc il se trouve un stage au laboratoire de combustion du CNRS à Orléans, et il part faire du CK sur les moteurs en magnésium CO2, et le résultat est spectaculaire, quoi. Il publie, au bout de 6 mois, il publie sur un nouveau concept de moteur, tu as peut-être vu ça publié, hein, Non. From Mars Rover to Mars Hopper. Et donc il publie sur un nouveau véhicule qui permettrait de se déplacer avec une scooter. Enfin, c'est assez génial. C'est super drôle. Enfin, gros succès, quoi. Et puis la théorie CK, bah, elle fait son boulot. Elle permet de voir que si on s'énerve à optimiser avec ce moteur magnésium CO2, les modes de déplacement standards, ça n'a aucun intérêt. Mais qu'en revanche, on peut tout à fait penser des types de missions qui n'ont rien à voir et des critères d'évaluation différents. Et ça, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, je voyais se développer devant moi un objet descriptif, une théorie. Et en fait, il y a un caractère, sinon prescriptif, en tout cas une méthode, un aspect de prospection. Oui, mais c'est finalement à peu près la même chose que ce que je t'ai dit sur l'affaire du forcing. Tu vois, oui. La théorie, elle est très rigoureuse. En fait, il y a très peu de propositions. Hein. Simplement, elle oblige à les articuler sérieusement et le plus précisément possible. Et quand tu l'utilises pour éclairer les questions du type ZFAC, bah, ça donne un truc. Et quand tu dis, bon, maintenant, je remplace, et en X, je mets, il existe un objet tel que, il existe un moteur tel que, il fonctionne avec du magnésium et du CO2, et bien la théorie, en fait, une théorie, c'est très prescriptif. Oui. Pour le dire simplement. Il y a une puissance prescriptive à la théorie pour peu que tu acceptes que c'est une théorie. Pour peu que tu ne la trahisses pas. Donc elle te... Bon, peut-être une culture mathématique, je sais pas. Ça, c'est très Frenchy, je pense. En fait. Oui, effectivement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très Frenchy dans cette idée que la théorie compte. C'est pas juste... Mais ça tombe bien, on est là pour mettre ça en valeur. C'est pas juste une sorte de moyen un peu détourné d'accélérer. La théorie a sa propre puissance et il faut la respecter du coup si on veut réellement en tirer parti. Et je pense que c'était ça aussi dans Magnésium CO2. Tu as des étudiants, c'est des braves ingés, hein, enfin, ils sont formés ici, ils sont formés dans la maison. Et ce gars, il connaissait rien au magnésium CO2, il connaissait rien aux missions martiennes, et il avait qu'un truc, c'était la théorie. Ça, il était formé à ça. Et il a fait le job qu'on lui demande. Il dit, bon, la théorie me dit qu'il faut faire ça, je vais le faire.
et les résultats sont vraiment spectaculaires. Hein. C'est publié, on y passera des heures, je ne vais pas te faire le détail. Non, mais tu me l'enverras, ça m'intéresse. Je t'enverrai. Qui t'a interviewé le gars d'ailleurs un jour? Michael Salomon. Il est resté très proche de nous. Hein. Il a une Puis petite boîte, From maintenant, Mars Rover to Mars Hopper, ouais. il oublie un peu puis, comme titre. CNRS, il a fait une thèse ensuite au JET, je crois. Au JPL, je crois, au Propulsion Lab. Enfin, un truc super prestigieux. Et je te cherche dans le dernier bouquin. Bah, il est dans celui que je dois relire ce soir. Il va sortir. Il est dedans. Là-dedans, l'exemple du magnésium, c'est les illustrations. Oui, si c'est publié, je trouve. Je te montrerai. Et puis l'exemple MgCO2, il est publié partout. Mais voilà, ça va faire partie des choses qui vont convaincre les reviewers aussi. Parce que brutalement, on voit la théorie en action. Alors après, les reviewers vont nous dire, ouais, mais votre exemple, il est trop compliqué. Attendez, vous êtes gentil, mais en même temps, on va pas utiliser la théorie pour faire des trucs simples, quoi. C'est au contraire. C'est précisément parce que c'est compliqué qu'il fallait ça. Bon, ça marche bien. Voilà, ça se diffuse comme ça. Est-ce que c'est devenu la signature en dehors de Saab Aerospace, d'un groupe industriel? Est-ce que ça... CK? Oui. Alors après, l'histoire s'accélère, si tu veux. Là, on est en 2003. Le premier cycle de l'achat sera 2009. Mais dès avant ça, assez vite, d'abord, les étudiants vont être un bon vecteur. Il y a pas mal d'industriels qui vont être intéressés pour tenter des trucs. On a toujours été sur la vague management de l'innovation, direction de l'innovation. Il y avait cette affaire de R&D dont je t'ai déjà parlé, Oui. qui restait omniprésente. Dès qu'on a R&D, du coup, il y a des directeurs. On prédit dans la thèse qu'il y aura des directeurs d'innovation. Et on défend qu'ils n'auront pas les mêmes missions, etc. Je dis on parce que vraiment, on était trois à l'écrire, quoi. Et puis c'est ce qui donnera le bouquin, les processus d'innovation de 2006. Il y a un peu de temps à être écrit, mais dès cette époque-là, on défend l'idée qu'il y aura des directeurs d'innovation. Et donc de fait, il y a des directeurs d'innovation qui apparaissent au début des années 2000 partout, et qui sont tous en quête de méthode. Et à qui on propose, en gros, gestion de projet ou brainstorming. À l'époque, il n'y a quand même pas grand-chose. Il y a Trees un petit peu. Et donc, on est très sollicité avec Théorie CK, parce qu'on dit, bah écoutez, si Théorie c'est bien, ces méthodes sont bien, mais il faut quand même réussir à penser en concept, quoi. Et c'est un peu plus exigeant, et si vous pensez en concept, bah, ça donne des trucs un peu différents. Vous n'évaluez pas vos projets de la même façon, vous évaluez la variété, vous évaluez l'originalité, vous évaluez la création de valeur, enfin, la création de valeur au sens identification de fonctions nouvelles, pas de dollars, mais d'abord apparition de valeurs nouvelles pour vos clients et usagers. Donc on porte ce message-là, et du coup, bah, déjà des industriels, par les premiers, il y a Vallourec, qui va beaucoup nous mobiliser, pareil à la suite d'un benchmark, on va beaucoup travailler pour Vallourec à l'époque, la RATP, qui a toujours ce côté caisse de résonance très Frenchy aussi, de se dire, peut-être pas une image d'innovateur, mais en fait, la mobilité, ça change, quoi. On passe du transport à la mobilité, c'est un changement de paradigme, il faut tout réinventer, donc il faut qu'on se penche là-dessus. Donc on a un mouvement d'industriels en permanence autour de nous, qui nous sollicite, qui nous stimule. Et progressivement, alors la première chose, c'est que on va commencer à très rapidement former pas mal de gens à ça. Des industriels vont envoyer leurs cadres se former dans nos cours. Les premiers cours d'option, c'est les premières propositions, mais dès 2000, avec Benoît, on crée un cours d'une semaine pour tous les ingénieurs de la maison. En 2003 ou 2004, on fait le même cours pour tous les scientifiques doctorants de la maison, s'ils le souhaitent, c'est le cours optionnel. Mais... Donc il y a aussi des vecteurs de diffusion d'enseignement qui sont mis en place. Et au fur et à mesure, ça a une petite culture de base qui diffuse. Oui. Et puis, il y a un deuxième coup de force intéressant, c'est la RATP, 2004-2005, qui dit c'est bien vos trucs, mais quand même, il n'y a pas d'acteurs, quoi. Il y a des C, il y a des K, mais il y a des gens aussi. On va dire, ah non, nous on fait management, organisation, donc évidemment il y a des gens. Ils disent bah oui, mais c'est quoi le rapport entre CK et les gens? On fait comment, quoi? Ce qui était l'objet de mon deuxième point d'ailleurs. Donc c'est la question que nous pose la RATP, et nous, notre vrai problème, c'est que CK tout seul, bon, on a compris, vous avez montré, chacun d'entre nous ici sait à peu près faire un CK maintenant, mais qu'est-ce qui se passe si on veut faire le métro du futur? Parce que le métro du futur, c'est pas tout seul.
Le métro du futur, c'est nos ingés, l'infrastructure, la ville, les citoyens, les investisseurs, les futurs commerçants, les architectes, enfin tout y passe quoi. Et donc, très honnêtement, s'il fallait faire le métro du futur, à moins de 50 personnes experts d'univers différents, on ne fait pas. Il faut au moins 50, c'est plutôt, on dit 50, c'est minimum, minimum. Hein, il faut d'experts de disciplines variées. Et effectivement, la question est intéressante. Et donc, avec des étudiants, Armand en particulier, à nouveau, l'idée c'est de dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va linéariser le raisonnement CK. Donc, on va faire KCP. Alors, ça, c'est la grande naissance de KCP. Oui. Le minimum qu'on puisse faire, c'est partir de K, aller en C, et fabriquer l'éventail des projets, des protos, des produits qui s'en déduisent. Déduire au sens de la rationalité conceptive, bien entendu. Et KCP marche très très bien. KCP marche de façon spectaculaire. Et KCP est très marrant parce que KCP prend le contre-pied, par exemple, prend le contre-pied d'un très grand nombre de méthodes, notamment par exemple du brainstorming. Sur 3 points principaux, KCP peut se définir uniquement par différence. Première chose, le brainstorming te dit oubliez ce que vous savez, KCP dit c'est exactement le contraire, vérifiez tout ce que vous savez, et surtout, sachez les limites de ce que vous savez. Donc ce qu'il faut, c'est sachez ce que vous ne savez pas. Alors bon, ça nous intéresse. Ce qu'il faut, c'est passer de l'état de l'art à l'état du non-art. Donc sachez où sont les limites de ce que vous savez. Ce qui est très très différent de oublier ce que vous avez. Deuxième coup de force, le brainstorming te dit ayez des idées en désordre. Le deuxième coup de force, ça va être non, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est on va vous guider de façon presque arbitraire sur certaines voies où vous n'iriez pas si on ne vous aidait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'idées en désordre, il y a toujours un ordre implicite dans les idées, et il y a à l'époque, on retrouve le forcing en fait là. On retrouve fixation surtout. Oui. C'est le moment où on va croiser les neurosciences. Il y a une vérification qui fait que si on vous laisse libre, en fait, il y aura un biais monstrueux et qu'il y a des domaines dans lesquels, même à 50, vous n'irez pas. Et ça ne sert à rien de rajouter encore 50 personnes et d'y aller à 1000 et de faire du crowd dans tous les sens. Il y a des effets de fixation qui sont de l'ordre mondial. Avec ces deux barres de longueur égale, l'une posée sur l'autre, on a l'impression que l'une est plus petite. C'est ça. En fait, et c'est le genre de... Alors tu connais, je pense, dans les fixations, il y a l'exemple du carré, qui est un des... Oui, grand classique. Tu vas voir ce truc-là. Donc voilà, fixation. Et ces fixations sont encore plus fortes dans le métro du futur, où même les plus grands architectes ont quand même un peu tendance à... On pense tube, roue, enfin, voilà. And so. T'as compris. Donc c'est ça le piège. Et donc ça donne un cadre théorique à cette vieille lune de Think Outside the Box, en fait. Oui. Mes lecteurs tomberont là-dessus, donc je préfère poser la question. Ça, c'est peut-être un des trucs qu'on a bien compris avec le forcing. Le problème, c'est que Think Outside the Box, ça fait l'hypothèse que on saurait où est la box et on sait comment en sortir. Si je veux prolonger la métaphore un peu, de façon un peu bébête. Tu peux dire KCP, il y a un premier effort qui est de se dire, on va essayer au moins de voir où est la box. Donc c'est pas complètement inutile. Et puis ensuite, en sortir, ça va pas de soi. Il suffit pas de savoir qu'elle est là pour réussir à trouver la sortie. Et donc il faut un chemin vers la sortie. Et si on laisse les gens au hasard, c'est pas du tout certain qu'ils trouvent le chemin vers la sortie. Moi, brownien, c'est super, mais ça met un certain temps quand même à couvrir tout l'espace. Et si la sortie, c'est peut-être un trou d'épingle, il faut se donner les moyens de le localiser. Et donc il faut se donner les moyens parce que en fait c'est pire que brownien, les fixations, c'est qu'il y a un gros courant d'air. Et il n'est pas dans le bon sens. Je ne sais pas si la métaphore est très bonne. C'est extrêmement bien vu. Mais c'est un peu le problème. Donc on n'ira pas dans toutes les directions. Et donc il y a la phase C, c'est vraiment un effort où les animateurs vont utiliser la théorie en fait pour contrôler le raisonnement global et forcer le raisonnement à partir d'une certaine direction. Ça veut dire qu'en gros, par exemple sur Métro du futur, il y a une sorte de biais qui, on pense tout de suite à 20 ans, 30 ans, avec des investissements colossaux. Et donc il y a immédiatement un truc qui est de se dire le métro du futur tout de suite. C'est très con, mais d'un coup tu te dis, qu'est-ce que je peux faire un minimum pour que le métro ait l'air d'être du futur? Et c'est con, mais tu respires un peu, quoi. Petite façon de sortir de la boîte. Donc voilà, c'est ce genre de truc presque. Mais la théorie, alors où sert la théorie d'abord? Pour penser KCP, évidemment. Mais le deuxième truc où elle sert énormément, c'est pour les équipes de pilotage. Puisqu'un produit comme ça à 50, tu pilotes.
tu pilotes au démarrage en disant qui parle pour présenter l'état du non-art. Si tu as un petit C4 contrôle, tu as déjà une vague idée des trucs. Évidemment, tout le monde sait qu'il faut parler de ça, mais si tous les trucs dont on ne sait pas encore qu'il fallait en parler, mais en fait, il faudra en parler. Donc autant les mettre là. Tu vois. Et puis, C4 contrôle pour la phase C, où tu as intérêt à avoir un peu identifié là où va aller le groupe et là où il n'y aura pas. Et puis il y a le troisième piège du brainstorming, c'est choisir. C'est-à-dire à la fin, tu sais, on a 350 idées, mais 350 idées c'est beaucoup trop cher pour l'entreprise, donc il faut en sélectionner les 2 meilleures ou les 3 meilleures. Alors ça c'est une connerie, d'abord statistique, parce que ça nous vient en fait de l'idée qu'il faut choisir dans les investissements, et donc c'est comme si les idées étaient mutuellement exclusives. Or, quand tu choisis une idée parmi 350, tu n'as fait qu'une seule chose, c'est exclure 349 idées. Et tu ne sais pas du tout s'il n'y a pas parmi les 349 au moins une idée qui aura aidé à faire celle que tu as gardée. Et donc l'exclusion a peut-être tué la seule idée que tu as gardée. Et tu auras beau en garder 3, c'est pas suffisant. Et donc, parce qu'en fait, elles sont fortement interdépendantes. Ce que montre un CK, c'est qu'elles ont toutes la même racine. Et elles utilisent toutes la même base K. Donc en fait, les interdépendances sont monstrueuses. Et te priver de 349 idées sur les 350 que tu avais, c'est juste te priver de moyens. C'est amputé, en fait. Et donc, il faut fabriquer. En fait, ce que tu cherches à faire, c'est une stratégie d'exploration qui tienne compte de l'ensemble des possibles que tu as imaginés et qui tienne avec le budget initial. Tu as toujours 100 $, ça, on est d'accord là-dessus. Donc, il faut que tu utilises tes 100 $ pour couvrir l'ensemble des pistes. Et là, coup de bol, on a maintenant Open Innovation, Crowd, machin. Et donc, pour explorer plein de pistes pour 100 $, on a plein de ressources. Ça s'appelle la veille, ça s'appelle les appels, ça s'appelle, c'est pas moi qui le fais, le concurrent le fait, mais c'est pas grave, je surveille, je regarde. Il y a plein de façons de couvrir 350 idées. Oui. En plus, tu as repéré qu'il y en a 27 qui sont contrôlés par une petite brique de connaissances, et donc il suffit de lancer un petit travail là-dessus, et ça contrôle immédiatement un cône de technologie et une solution parce que c'est générique. Il y a plein de stratégies qui se déploient et qui ne sont pas de l'ordre de je choisis et j'abandonne 349 pistes. Je me suis tiré une énorme balle dans le pied. Quoi. Donc voilà, la dernière phase P, c'est stratégie de conception, mais c'est assez différent. Donc ça, c'est un gros coup de force. KCP apparaît, c'est un moment où... alors, il faut imaginer les équipes grossissent. Donc en plus, KCP, il y a des gens, il y a des chercheurs ici que ça va intéresser, il y a des thèses qui sont lancées sur KCP, et KCP va devenir méthode d'entreprise. C'était ça ta question, hein, mais oui. KCP va devenir méthode d'entreprise à la RATP. Thales va faire passer une quantité considérable d'ingénieurs en formation sur KCP. On va avoir des dizaines d'ingénieurs et de spécialistes de marketing produits de Toulouse et de Bordeaux qui vont venir se former ici, qui vont se former à KCP aussi. Quoi. Donc ça va devenir aussi un des vecteurs de diffusion. Aujourd'hui, nous on n'en fait plus. Hein. Ça a été un objet de recherche parce que ça a révélé plein de trucs sur les organisations. Ça a favorisé des recompositions, ça a supporté la position et la légitimité des directions d'innovation dans les organisations. Hein. Parce que d'un coup, au lieu de dire une direction d'innovation, on ne sait pas comment travailler, on a un truc, c'est le KCP. C'est très ambitieux, on a des stades, il y a un processus, il y a un contrôle, on implique la direction générale, on revise la stratégie, on refait de la veille, ça remet un peu d'ordre. Oui. Voilà. Donc KCP a été un des grands vecteurs, je pense. Il y en a eu d'autres, hein, mais KCP a vraiment été un des grands outils d'insertion de ces méthodes-là dans les organisations. Et progressivement, je pense à beaucoup de nos partenaires sont devenus vraiment des gros porteurs porter l'idée de KCP très loin, en faisant des trucs très marrants. Alors, les dernières innovations d'un KCP, là, on vient d'en avoir un génial avec Technip, c'est un KCP en ligne avec 1500 experts répartis sur la terre entière chez Technip. Super expérience dans un KCP réseau social. Donc c'est les réseaux sociaux au service de la conception innovante. Ça mériterait un papier à part d'ailleurs. Il faut que tu vois Cédric Dalmasso. C'est lui qui a suivi l'opération en tant que chercheur. Et c'est Steam qui l'a conduite en tant que consultant. Alors une des vertus de KCP, c'est que ça se vend. Alors là, l'école des mines s'arrête, parce que nous on n'est pas consultants. Donc dès que c'est plus de la recherche, on s'arrête. Ça c'est très important. Parce que sinon on y perd... en fait on y perd nos capacités d'action, hein, on ne ferait plus que ça. Oui, bien sûr. Donc on s'arrête et on fait en sorte qu'il y ait des gens qui reprennent. Alors, l'hypothèse c'était que les grandes boîtes le feraient. Nos partenaires l'ont fait.
Mais on a vite découvert que c'était compliqué de se lancer dans un KCP si on n'avait vraiment rien. Donc on a eu du mal à diffuser KCP dans des boîtes qui n'étaient pas un minimum proche avec la théorie. Ça c'est quand même important. Le cadre théorique compte beaucoup pour la diffusion de ce type de méthode. Et donc progressivement on s'est dit qu'il était vraiment important qu'il y ait des consultants qui puissent faire ça. Alors il se trouve, on a eu progressivement aussi des consultants indépendants qui se sont rapprochés de nous parce que la question de l'innovation les intéressait, au point qu'ils suivaient les conférences, venaient en congrès avec nous, enfin Yvon Bellec qui a été le grand homme de cette affaire. Et donc on a eu très vite une sorte de nébuleuse de consultants qui ont un peu porté ces méthodes à l'extérieur et qui ont fait leur business avec ça. Et ensuite on a eu Steam. C'est-à-dire, le Frédéric Arnaud, hein, qui a fait sa thèse sur un KCP chez Turboméca, dans Safran, a ensuite créé sa boîte, en plein de trucs, mais notamment KCP. Et il l'a fait avec Benjamin Duban, qui était le grand homme de la direction de l'innovation Thales, où il avait lui aussi beaucoup œuvré avec KCP à apporter la conception innovante et à la structurer, avec d'énormes succès. Et puis il a finalement considéré que ça l'intéressait de se lancer dans cette aventure. Donc tous les deux ont créé Steam. Ça c'est intéressant parce que c'est vraiment un moment où tu vois, là aussi je pense que du point de vue de l'économie c'est intéressant, on voit qu'on n'est pas à répondre à une demande industrielle. Oui, c'est plutôt... on est plutôt dans cette idée de gérer une sorte de croissance d'un écosystème. Et donc il y a un moment où nos partenaires historiques, ils nous ont beaucoup aidés, puis à un moment ils nous disent écoutez c'est bien, mais nous on peut plus quoi. Il faut que vous sortiez, ça peut plus être que avec la RATP. Donc entourez-vous, et on le fait quoi, entourez-vous des gens qui vont être les go-between et qui vont finalement déployer le truc, et même auprès de nos fournisseurs ou auprès de nos partenaires. Renault, ils nous disent mais ok on en fait nous, mais ce qu'il faut c'est que Valeo en face, il faut que Faurecia en face, il faut que Bosch... Et le relais auquel on penserait naturellement qu'aurait été un grand cabinet de conseil, Capgemini au hasard. Oui. Alors, on vous a avez pensé régulièrement des échanges avec Capgemini, avec Arthur Delittle, on a vu Altran aussi. Ça les intéresse, mais c'est un produit qui suppose qu'ils forment leurs troupes. D'accord. C'est pour l'instant pour eux un gros investissement en fait. Je pense que ça va venir doucement, mais c'est un effet générationnel. Ça va venir quand ils vont embaucher des étudiants, ils porteront cette offre-là. Ok. Mais on les voit souvent, d'ailleurs on le sait bien, enfin, c'est les relais naturels, tu as raison, hein, c'est les relais naturels de nos travaux de recherche. Enfin, et ça fait partie de leur job que de diffuser une nouvelle doctrine industrielle dans le tissu industriel. Mais en fait, pour eux, c'est compliqué. C'est quand même post-décisionnel. Hein. Oui. Et ça remet en cause beaucoup de choses, quoi. C'est un rapport à l'entreprise, c'est un rapport à l'action qui est un peu différent d'un conseil un peu standard où on est très décisionnel, quoi. On est très tributaire d'un paradigme décisionnel. Là, brutalement, ça met le consultant dans une position pas facile. Enfin, ça suppose, si tu as l'occasion de discuter avec les gars de Steam, un KCP, il faut sortir les tripes, quoi. Parce que d'une certaine façon, quand tu fais métro du futur, tu ne peux pas négliger les questions de génie civil, les business models d'Alstom, le droit de la... ou les associations de usagers, et ainsi de suite. Et c'est un énorme investissement. Bon, voilà, ça fait partie un peu du... Donc voilà, diffusion. Tu vois, c'est diffusion par la méthode, diffusion par les grandes entreprises, nos partenaires historiques, diffusion aussi par des ETI, PME qui vont monter, qui s'y intéressent en direct et qui vont devenir nos partenaires. Hein. Ça, c'est très intéressant. Nutricet vient toquer à la porte, par exemple. Tiens. Nous on veut être capable de faire ces choses-là. Urgo, pareil. Urgo, c'est qui? Urgo, c'est la famille Lelousse. Urgo, c'est les pansements. Hein. Ah, tout simplement. Ouais. Ok, je me disais, ça ressemble au pansement, mais c'est une ETI. Très très belle machine. Alors derrière Urgo, en fait, il y a plusieurs marques. Hein. Il n'y a pas que les pansements, il faut plein de produits. Puis il y a des pansements grand public, mais il y a des pansements médicaux aussi. Enfin, c'est une très belle maison. Qui va, pareil, se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Bon an, mal an, je pense que là, les étudiants comptent beaucoup. Hein. Nous, tu sais, l'option, ça veut dire 3-4 sujets industriels par an, avec des industriels qui sont généralement tous différents. Je veux dire, on tourne au cours du temps. On a peu de sujets toujours avec les mêmes. Et donc, à l'arrivée, voilà, au bout de 10 ans, ça fait 40 boîtes, quoi. Dans les cultures qui n'ont rien à voir.
beaucoup. Et Donc il y a un réseau d'entreprises. hors des frontières françaises aussi, à l'exception de la Hors des frontières on va françaises, dire la Suède. académique. D'accord. Le vrai vecteur hors des frontières françaises, à part quelques cas, on travaille avec Mannesmann, via la LOREC, parce que c'est la LOREC Mannesmann, donc on a travaillé avec les Allemands de Mannesmann. C'est vrai que la recherche d'intervention à l'étranger, c'est pas évident. Donc les grands groupes internationaux à base française, Airbus, quoi. Là oui, ça diffuse. Thales UK, par exemple, a été très impliqué dans les opérations. Donc c'est passé par là, mais surtout, la diffusion internationale, c'est l'académie. Le grand vecteur dans la diffusion internationale, ça a été la création du SIG, du Special Interest Group. Alors ça, c'est l'autre vecteur de diffusion, qu'il ne faut surtout pas négliger. L'école des mines crée une percée. Bon, ce cas est vraiment assez exemplaire. Tu verras dans les success stories, je pense qu'elle se retrouve. Tu crées une percée sur cette énigme industrielle, énigme intellectuelle. Tu crées une percée qui progressivement percole avec les soucis industriels et donc ça se déploie tel qu'on vient de le décrire. Oui. Et tu crées aussi une percée académique. C'est-à-dire, je t'avais dit, CK, si c'est une théorie, si tu le prends au sérieux, plein de trucs s'ouvrent. Les maths, mais aussi la théorie des graphes, mais aussi une révision de ce que c'est qu'un dysfonctionnel. Enfin, plein de trucs de recherche deviennent possibles. Et donc à partir de rien, il y a Design Theory est resté un petit champ. La Design Society dit ah oui, mais attendez, Design Theory est en train de changer. Ça change déjà, il faut créer un Special Interest Group Design Theory. Et demande à Armand et Yoram Reich, qui est l'éditeur en chef de la revue LRD, de créer un groupe de travail Design Theory. Et ça, c'était il y a 10 ans, donc 2007, pour la première réunion. Et il y a 10 ans, une trentaine de chercheurs, je dois encore avoir la première affiche quelque part. Ah oui, elle est là, au-dessus de toi. 28-29 janvier 2008. Oui, le problème d'intervalle. Première réunion, International Workshop on Design Theory. Et tu vois les institutions représentées. Oui, hein, il y a déjà le Carnegie Mellon, il y a les franchises, il y a les Américains, il y a Stanford, et puis il y a des Anglais. Et des Israéliens. Et Oui, des enfin, Israéliens. le top. Quoi. Donc il y a, voilà. Mais petit groupe, hein, à l'époque, oui, si on était 30, c'est beaucoup. Quoi. Un peu moins que ça, je me souviens bien, la réunion, c'est très sympa. Et ce truc a grandi de la même façon que ça a grandi dans l'industrie. Au fur et à mesure, plein de communautés ont été intéressées. Ça a diffusé très largement au-delà de l'engineering design. Tout le design, industrial design est venu discuter avec nous. Les épistémologues, l'histoire des sciences, mais aussi la chimie des procédés, les matériaux, la physique fondamentale, des tas de gens qui avaient ce raisonnement conceptif, non seulement sur les objets techniques, mais sur les objets scientifiques. Qu'est-ce que c'est que concevoir un super chercheur qui travaille sur le gavage des neutrons, qui conçoit des particules. Concevoir des particules, finalement c'est un raisonnement de conception. Tu conçois les approximations de l'équation de Schrödinger. C'est quand même pas mal. Si tu as une bonne théorie de la conception, tu ne conçois pas les particules de la même façon. Quoi. Et donc lui, il a vu une façon de repenser complètement son arbre de recherche. Ah, c'est extraordinaire ça. Donc, et ces gens-là vont progressivement participer à cette communauté, plutôt sur le plan académique. On a un copain, Olivier Potier, avec qui on a publié d'ailleurs un papier sur le génie des procédés, en montrant que, en fait, un certain nombre de breakthroughs récents dans le génie des procédés, c'était pas juste un truc un peu astucieux, c'était une remise en cause très fondamentale des structures de connaissances du génie des procédés. Et Olivier Potier, qui est un des grands ponts du domaine, montre que la théorie CK a aidé à faire cette opération de remise en ordre du savoir. Donc voilà, on va. Bon, le design theory SIG va être cette caisse de résonance de la théorie au-delà du strict cadre de l'engineering design classique, à tel point, voilà, bon, le SIG anniversaire aura lieu la semaine prochaine. Donc viens d'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai invité, mais viens. Alors c'est moi qui le dirige depuis quelques années, avec mon collègue du Carnegie Mellon, justement. Et donc le SIG a lieu la semaine prochaine, et maintenant on est à 40-45 institutions. Alors on est obligé de limiter la participation, donc il doit y avoir 110 ou un peu plus de 100 participants. Et c'est un réseau de plusieurs centaines de chercheurs. Et alors là, la terre entière. Oui. Quand je regarde les institutions, là tu as la 8e, la 9e, je ne sais pas trop où elle est. J'ai oublié de l'afficher, ça c'est pas bien. Ouais, mais on voit effectivement je vois la liste allongée considérablement, là c'est la 4e. les Japonais qui arrivent, les Allemands, voilà. les Néerlandais. Les Allemands en force, les Néerlandais,
bon, voilà. Pas encore de chinois, mais bon, ils doivent être à leur Non, on deuxième. n'a pas de chinois. Je crois, voilà les derniers, Bristol, Montréal, les Espagnols, Tokyo. Les Japonais vont venir très tôt. Quelques boîtes aussi, Solvay. Bon, Et le Technion. Technion, les Israéliens sont des grands fidèles. Du Reich et de Tel Aviv aussi. Il y a un réseau très très important. Les Israéliens ont notamment produit 2 théories intéressantes avec lesquelles on dialogue régulièrement. Plutôt 3. Il y a Parameter Analysis, et puis Couple Design Process et Visual Design. Voilà, ça c'est le vecteur international. Et moi je trouve intéressant ce mécanisme, je pense vraiment que c'est vrai. C'est-à-dire quand tu fais une percée, puisque en gros c'est ça, quand tu fais une percée à fort impact, tu as cet effet de. Ça percole dans l'industrie, mais en fait ça percole aussi dans l'académie. Et tu provoques, c'est pas que tu prends ta place dans l'académie, tu provoques une remise en ordre de l'académie. Tu provoques l'apparition d'un champ académique, et c'est pas juste un croisement des champs existants, c'est que tu apparais comme un champ autonome qui va nourrir les champs existants. Et tu fais pas une synthèse de. Évidemment, tu vois bien que tu as des gens qui viennent du monde de l'agronomie, du monde de la psycho, du monde de l'épistémo, du monde de la chimie des procédés. C'est pas que ces types-là vont croiser pour faire quelque chose, c'est qu'ils viennent tous se nourrir dans cet espace pour aller irriguer à l'extérieur. Donc on n'est vraiment pas dans une. C'est vraiment transdisciplinaire au sens le plus fort. Tu crées un objet qui va diffuser. On n'est pas du tout dans le carrefour, le croisement des disciplines. Et je pense que c'est un des points importants quand tu es dans cette logique de percée, c'est que normalement il y a une académie, il y a un champ nouveau qui apparaît. Tu verras, hein, tu pourras contrôler. Moi j'ai vu des types j'ai entendu les gens, hein, l'aérogel, l'automatique quantique, tu vas les rencontrer, je pense. Je suis assez frappé de ce côté où on a pris une petite question. Et puis 10 ans plus tard, oui, il y a un effet de. Il y a des journaux, il y a voilà, il y a ça. Il y a une académie, il y a des congrès, il y a des workshops. C'est devenu un congrès de référence, il y a des publications. Et on renouvelle en profondeur. C'est pas qu'on prend sa place et on occupe une petite niche. Je pense que j'avais montré ça moi dans la percée, tu vois, dans les stats que j'ai mis au tout début. Un des points, c'était ça. C'était la variété des disciplines dans lesquelles on publie. Ah, formidable, oui, je l'avais. Engineering Design, Management, Information System, Agriculture, Histoire, Economics, Law, Psychology. Et depuis, la liste est encore allongée. Et il y a cet effet de variété des disciplines. L'autre truc qu'on regardait, c'est pas seulement les publis, c'est aussi les citations, bien sûr, mais c'est les publis qui ne sont pas faites par nous. Oui, bien sûr. C'est un autre truc très important. Il n'y a pas que toi qui publies. Et voilà, tu les vois là. Donc là, ça s'est mis par les textes, évidemment, c'est important. Et puis, il y a tous les autres. Ouais. Qui publient. Et c'est amusant parce qu'à partir du moment où il y a la première parution académique notoire, ça lance tout. Il y a ça. Alors après, il y a ce boulot qu'il faut faire, qu'on fait sans doute pas assez, hein, mais quand tu es dans cette logique-là, bouquin, manuel, handbook, Wikipédia, cours, MOOC. Wikipédia, c'est bien fait, y compris en anglais. Oui, encore, il n'y a pas tout, quoi. Nous, on regrette, on l'a pas assez fait. C'est pas vraiment à nous de le faire aussi, c'est ça la difficulté, tu vois, t'as toujours... Ça aide. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais il n'y a pas de page KCP, par exemple. Il y a évidemment pas de page CK Invent ou Patent Design. Sur plein de notions qui sont devenues des trucs franchement importants, design space, value management. Il y a plein de notions en fait assez critiques aujourd'hui pour repenser la conception. Qui sont pas dans... Il faut parler à la DIRCOM. Au fond, c'est leur travail. Oui, c'est vrai. Bon, ça c'est un de nos regrets. On a beaucoup fait les bouquins. Hein. Le bouquin de 2006, le processus d'innovation, a été traduit en anglais avec une assez grosse audience en fait. C'est celui qu'il y a. Le Strategic Management. Ça a beaucoup contribué à la diffusion dans le champ du management de l'Innov. Je le citerai évidemment. 2010. Donc on essaie de faire c'est un effort assez coûteux parce que c'est toujours des... Évidemment, mais... c'est beaucoup de boulot, quoi. Et puis c'est pas forcément très très reconnu. Mais du point de vue de la diffusion des connaissances, ça reste un vecteur important. Bah là, c'est pour ça qu'on sort le prochain, là. Le prochain bébé, il s'appellera Design Theory. Écrit directement en anglais ? Non. Pareil, publié en français il y a 2 ans aux presses des mines.
parce qu'on avait besoin très vite comme police de cours en fait. Et puis que les Paris des Mines font vraiment un vrai boulot éditorial, enfin, ils ont vraiment bien aidé. Et puis on s'est payé la traduction chez Springer, qui est un éditeur très cautionneux, donc on a eu droit à quelques reviews très très bien d'ailleurs, très enrichissantes, qui ont justifié d'accepter le bouquin dans la collection. Et puis ils ont tout de suite, alors en français il n'est pas titré comme ça, parce qu'il n'y a pas seulement la Design Theory, mais ils ont considéré qu'aujourd'hui ça pouvait constituer le bouquin de référence sur Design Theory, quoi. Il a plutôt par qualité, méthode et organisation auxquelles on tenait, mais ils ont dit ouais, vous êtes gentil, mais la vraie valeur ajoutée c'est Design Theory. Donc voilà, ça c'est le prochain bébé qui devrait sortir là, normalement, officiellement lundi prochain, mais ça m'étonnerait. Ouais. Donc voilà, pour la diffusion. On a à peu près tout vu. Est-ce qu'on a fait tout le tour là? Oui. Peut-être un mot sur les... Est-ce que vous, au CGS, vous avez le sentiment d'être arrivé au bout de votre histoire avec ça, ou est-ce que, au contraire, tout commence? Ni l'un ni l'autre. C'est pas que tout commence, parce qu'il y a quand même aujourd'hui un très gros héritage. En revanche, il y a vraiment des propriétés assez spectaculaires de la théorie qu'on continue d'explorer intensément. Si, il y a quand même un truc qu'il faut indiquer dans ce paysage-là, c'est quand même la chaire. 2009, création de la chaire théorie et méthode de la conception, qui est finalement, c'est peut-être bien d'en parler maintenant, t'as raison. Parce qu'on pourrait dire, 2009, ça y est, tout est fait, quoi. L'industrie percole, les consultants commencent à monter. Maintenant, la diffusion. Voilà, on serait dans une phase de diffusion de produits. Bon, on est nous-mêmes, comme tu disais très bien, on applique nos propres théories. Il n'y a pas de diffusion de produits. Il y a des lignées qui se réinventent en permanence. Donc, plus on diffuse, plus on apprend. KCP est une mine d'informations sur les transformations organisationnelles. C'est-à-dire que brutalement, on voit les entreprises changer, on voit les écosystèmes changer. Et donc, la théorie devient une sorte de révélateur de plein de trucs. La théorie et les méthodes deviennent révélatrices de plein de transformations qu'on avait largement sous-estimées. Et donc, on lance à changer. Et on dit aux industriels, est-ce que ça vous intéresse de participer à une aventure plus ambitieuse? On va maintenant essayer d'approfondir à la fois les fondements et puis traiter des questions qu'on n'a pas encore traitées. Et donc 2009, c'est le premier rebond, si tu veux. On va dire, maintenant il faut accélérer. On a fait cette première proposition, il faut s'assurer de ses fondements. Et en même temps... Il y a 15 ans de mise en place, ouais. Et ensuite on... Et donc 2009, premier cycle de la chaire, et avec un certain nombre de points qui sont... il y a des points sur lesquels on n'a pas pu bosser jusqu'à présent, notamment neurosciences. 2009, avec le lancement de la chaire, très tôt, il y a... C'est comme théorie de la décision. On a une théorie, mais visiblement, les individus ont un mal de chien à l'appliquer. On a une super théorie de la décision. Et quand tu fais des expériences, ce type... C'est à ce moment-là que Kahneman a son Nobel. Exactement. C'est Savage, Kahneman et Tarcy. Allez d'ailleurs, déjà. Oui. Et Nobel quand même de chez nous. Donc, et en fait, on veut reproduire le même truc. Mais ok, les individus ne le suivent pas. Est-ce que ça veut dire que la théorie est fausse? Pas forcément. Ça veut juste, ça révèle qu'il y a des sortes de biais cognitifs qu'on n'aurait jamais pu voir si on n'avait pas la théorie. On fait pareil avec la conception. On a une très belle théorie de la conception. Du coup, on peut repérer comment les individus agissent avec l'étalon de la théorie. Et là, fixation. C'est-à-dire que là, ça nous permet d'étudier quasiment systématiquement des effets de fixation absolument massifs au niveau individuel, c'était les carrés qu'on parlait, mais au niveau industriel. Et oui, c'était Orphan Innovation, ça c'est un des points très intéressants pour nous, c'est de s'apercevoir que ce biais de fixation qui était vrai au niveau individuel, qu'on avait repéré dans les équipes, il était malheureusement incroyablement vrai au niveau des écosystèmes industriels. Je ne sais pas si tu avais vu cette étude remarquable de Marina Goguet. J'en ai entendu parler. Sur l'autonomie des personnes âgées, où elle fait le CK, ouais. Et regarde où sont les projets, et ils sont tous sur les capteurs. Et tu te dis, attendez, ne soignez pas Alzheimer et les capteurs, quoi. Ne prenez pas soin d'un patient Alzheimer et des capteurs. Donc voilà, ça saute aux yeux. Et brutalement, tu te dis, bah oui, mais alors du coup, qui pilote ça? Qui finance? Quel est le rôle des clusters? Les pôles de compétitivité? C'est quoi le rôle des instituts de standardisation, de normalisation? Et comment on peut les équiper de la même façon qu'on équipe un directeur de l'innovation pour rouvrir le champ des possibles? Première chose, d'abord, un des grands états de la thèse de Marine, c'est d'identifier des acteurs qui font ce job d'organisation d'écosystème, oui. Et de constater que c'est bien qu'ils soient là, mais c'est pas parce qu'ils sont là qu'ils font bien le job.
Et donc il y a plein d'intermédiaires qui se font fort d'expliquer ce que c'est que, disons aujourd'hui, IoT, data science, digitalisation, etc. Formidable, heureusement qu'ils sont là, mais au fait, est-ce qu'ils agissent en fixation ou est-ce qu'ils agissent en expansion? Et donc on obtient au moins des critères d'évaluation de la qualité des intermédiaires. Et on s'aperçoit qu'il y en a des bons, qu'il y en a des moins bons. Tu me te dis, quantité de parasites. Voilà. Et puis on s'aperçoit qu'il y en a des incroyablement bons. expliqué. C'est ce qui nous a permis, nous, d'étudier notamment l'ITRS dans le semi-conducteur, qui est une organisation jamais vue à l'échelle de l'industrie mondiale. Toute la microélectronique mondiale se coordonnant dans l'inconnu. Pour faire non pas une solution, mais tout de suite imaginer systématiquement toutes les solutions envisageables. C'est peut-être le seul endroit où on n'a pas réussi à trouver un effet de fixation. On a fait des CK répétés, c'est assez drôle. Et on n'a jamais réussi, en poussant les experts à fond, tu vois, c'est un peu un truc, c'est pas très imaginatif, j'ai pas de travail, tout ça. Et on fait des CK qui avaient une très bonne tête, puis ensuite on compare et on regarde ce qu'il y a dans la roadmap Ils littéraire. faisaient du CK sur le savoir. Et ils sont incroyablement bien organisés. Et ils ont des règles de fonctionnement qui sont totalement délirantes. We are not picking winners or losers. C'est l'inverse du planificateur. On ne sélectionne pas la voie sur laquelle tout le monde va partir. On invite tout le monde à proposer les idées les plus folles. Et on enregistre tout. Et c'est fait très bien. Et voilà. Donc ça c'est la deuxième phase. On s'aperçoit études cognitives et du coup aussi écosystème industriel. On s'aperçoit que donc c'est là que naissent les deux axes nouveaux de la chaire, l'axe cognition et l'axe écosystème industriel, qui vont grossir au fil du temps. Donc voilà, déjà dès 2009, on est dans une phase d'ouverture de nouveaux espaces, et c'est très impressionnant. Alors, il y aurait une raison pour laquelle on pourrait s'arrêter, c'est si le petit moteur théorique s'arrête de tourner. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que en fait, la théorie continue de nous surprendre. Il continue d'y avoir des trucs qui ne sont pas clairs. Évidemment, on a publié, évidemment, la théorie, elle a des trucs qui sont solides. Mais on sait aussi qu'il y a des points sur lesquels ça vaudrait le coup d'être plus fin, plus rigoureux. Alors typiquement, on a par exemple le truc évident, toute la théorie CK, elle est dans un formalisme propositionnel. Bon. Un architecte qui te dit, mais moi je dessine. Je dessine. Faites quoi avec ça? Alors on a lancé une thèse sur le non-verbal en conception. Bon, un univers s'ouvre. On a regardé les designers, on a regardé Bauhaus, on a étudié ce que ça voulait dire que le dessin dans la théorie CK, coder, etc. On s'est aperçu qu'un designer ou un architecte qui dessine, en fait, il se met en phase quasiment d'encyclopédiste. Il restructure le savoir. Tu regardes les carnets de l'architecte avec lequel on a travaillé, tu vois plein de crevards, tu reconnais, hein, tu vois des morceaux du bâtiment, et puis à la fin, tu dis, mais je comprends pas, nulle part je ne vois le bâtiment. J'en vois beaucoup, mais finalement, c'est quoi? Et tu dis, bah, finalement, c'est ça. Tu dis, mais ça n'a à peu près aucun rapport. Il dit, mais c'est pas du tout, parce que moi, quand je dessine pas le bâtiment. Je suis pas en train de faire un bâtiment grossier et puis de plus en plus fin. Ça, c'est juste pour amuser la galerie. Moi, quand je dessine, j'explore. J'essaie de casser des trucs. Tout le monde pense que. Alors moi, j'essaie de dessiner un truc qui est différent. Et donc le dessin, c'est une espace de prototypage, mais pas pour vérifier que ça va marcher, pour essayer de casser des trucs qui semblaient des évidences. Et donc j'utilise le dessin comme le ferait un physicien pour faire l'expérience improbable. Et pour s'apercevoir que du coup, finalement, la loi, c'est pas celle qu'on croyait. Et donc j'utilise le dessin pour restructurer le savoir. Et une fois que j'ai tout restructuré, bah, j'ai dessiné celui-là, mais j'aurais pu en dessiner plein d'autres. Parce que je suis assis sur un tas de connaissances en or. Tu vois? Et donc voilà, la théorie va nous révéler qu'il y a des structures de connaissances qui sont plus ou moins favorables à la création. Et là, alors là, coup de bol, on est ravis, parce que la structure de connaissances favorable, c'est exactement la structure qui permet qu'un forcing sorte de la boîte. Tous les forcings ne sortent pas de la boîte. Il faut une structure de connaissances particulière, donc splitting. Et seuls les forcings sur les structures splitting sortent de la boîte. Donc les matheux avaient parfaitement contrôlé le processus. Ils ont écrit une note de bas de page. Hein. Attention, si vous ne respectez pas telle condition, le fil générique que vous avez construit est dans l'espace initial, sans intérêt à cette histoire. Bon, c'est un cas particulier pour eux. On s'aperçoit que le cas particulier, c'est l'espace de boulot des architectes et des designers. Et en plus, tu t'aperçois que la structure de connaissance des ingénieurs classiques, c'est précisément une structure qui t'évite de sortir de la boîte. Ah, ça c'est pas mal. Parce que là, quand tu l'as traduit pour un terme un peu simplifié,
La structure de connaissance qui n'est pas splitting, celle qui va te permettre en fait de rester dans la boîte, c'est modularité, déterminisme. Si tu dois avoir deux conditions dans la connaissance, déterminisme, ça veut dire if A, then B. Oui, oui, Donc, oui. tu empiles les contraintes les unes après les autres. Exactement. Tu raisonnes d'abord sous contrainte, Voilà. ce qui est aussi l'intérêt de l'exercice. Mais... C'est super intéressant en fait. C'est une très bonne propriété, le déterminisme. C'est très très commode. Ça plein de propriétés organisationnelles, génial. Modularité, c'est je mets C ou C', et en fait, ça n'aura pas d'influence sur tout ce que j'ai fait avant, et pas d'influence sur tout ce que je ferai après. Et évidemment, on a tendance à se dire, bah, ça c'est bien, quoi. Bien sûr. Et ben les matheux te disent, oui, ça c'est la combinaison, quoi. C'est Lego. C'est... Ah bah oui, mais vous sortez pas de la boîte avec les Lego. Et tu aperçois que font les designers? Dès que tu leur dis if A, then B, ils te disent, dites, il n'y a pas un truc qui ferait B' des fois? If A, on peut pas faire B' aussi? Et puis, C, là, vous l'avez mis, ça n'a aucun effet, mais est-ce qu'on pourrait pas mieux articuler? Est-ce que C pourrait pas dialoguer avec ce qu'on avait fait avant? Et tu vois, c'est formidable parce que on voit bien en quoi ça correspond à un certain type de modèle industriel, mais de façon de prototyper, tout ça, de l'ancienne façon. Et on voit bien à quel point l'élargissement de tous les possibles par le forcing, ça correspond aussi aux technologies d'exploration qui sont disponibles aujourd'hui. Absolument. Où tu peux te payer le luxe d'aller chercher... Tu as tout à fait raison, parce que une des autres voies qu'on a lancées, c'est avec Dassault Systèmes, sur les nouveaux logiciels pour les designers. Alors, c'est pas que les nouveaux logiciels sur les designers, ils ont certaines opportunités type splitting. D'accord. On a aujourd'hui une thèse avec LVMH sur cette fois la question de la structure des connaissances dans le monde de l'émotion et de l'expérience. Pareil, tout un tas de structures qui se mettent à ressembler à du splitting. Et puis évidemment, une fois que tu as compris que c'était ça, Bonjour monsieur. bonjour. On a presque fini. L'autre point intéressant, c'est une fois que tu as compris que c'était ça la structure, ça ne veut pas dire que les ingénieurs raisonnent toujours en splitting. Oui, bien sûr. Parce qu'une fois que tu leur as compris, tu expliques le truc, tu peux bien sûr utiliser un modèle de type U égale RI, tu vois, un modèle très très simple, dans lequel tu dis, bah, if R, zone U. Mais tu peux aussi te dire, ouais, mais enfin, if R et I, quoi. Alors finalement, pas toujours U, quoi. Ça peut être aussi plein de U différents, c'est U sur I, donc on peut jouer sur plein de trucs. Et puis U égale RI, c'est premier ordre, il y a les grandes suites, et puis il y a plein d'autres mondes, quoi. Et tu aperçois que les lois scientifiques, tu les prends toujours if A zone B, mais en fait la même loi peut fonctionner en if A zone B'. Parce que généralement c'est des lois multiparamétriques. Donc tu peux avoir un rapport à la connaissance scientifique qui est d'ordre splitting. Oui, tu parlais des géométries non euclidiennes, mais on est exactement sur ces... Exactement. Ces Tu t'aperçois qu'on a simplement, à un certain moment dans l'histoire industrielle, il est important que l'ingénieur utilise ces modèles dans un raisonnement non splitting. Mais les mêmes modèles, dans un autre moment de l'histoire industrielle, peuvent être utilisés en une logique non-splitting. De la même façon, à nouveau, que on est passé d'une domination forte des modèles déductifs vers une valorisation nouvelle et inédite des modèles inductifs, en fait, avec les big data et tout ça. C'est ça. Et on parle de la diversité du réel, et puis on laisse se reconstruire presque tout seul, sinon des modèles, en tout cas des types. Effectivement, bah, ça fait partie d'une nouvelle génération de ces cas autour de data science. Là, on est vraiment dans ce qu'on fait en ce moment. Là, c'est les travaux les plus récents. C'est un data science. Tu peux avoir un data science de type convergence, on peut le dire. Oui. Une fit maximale. Toujours un R2 petit et puis des tests satisfaisants. Mais aujourd'hui, tu as un data science génératif dans lequel ce qui t'intéresse, c'est les déviants. Le sommeil de la raison engendre les monstres. C'est les monstres qui t'intéressent. On est d'accord. Hein. C'est les canards lapins, c'est les anomalies, c'est tout cela. Et le data science, en fait, il est un mécanisme d'identification, voire de génération d'anomalies. Alors, on l'utilise pas comme ça d'habitude. Oui, les travaux d'Hakim Kazakchi, c'est un peu ça. C'est générer de l'anomalies. De façon quasiment systématique. Il a fabriqué une super machine qui permet de générer des chiffres lettres. Il y a des tas de mecs qui ont étudié la façon de reconnaître bien des chiffres. Manuscrits, tu sais. De bien reconnaître des lettres. Donc les mecs sont excités à faire un R2, on se trompe jamais. Et il a remarqué quand même qu'il y avait quelques-unes, on se trompait quand même un peu. Quoi. Et il a dit, mais celle-là, comment elle fonctionne? Donc il a utilisé celle-là, puis il les a réinjectées dans la machine. Et du coup, il a fabriqué les chiffres lettres. C'est-à-dire qu'elles sont interprétables comme chiffres et interprétables comme lettres. Et tu peux écrire une phrase dans laquelle c'est écrit que avec des trucs reconnus comme chiffres, et que tu vas toi lire comme des lettres.
Donc il a inventé des canards lapins, il y a une machine à fabriquer des En canards série. lapins. Donc voilà, ça c'est les trucs les plus récents. Structure de connaissances, enfin bref, ça fait partie de la génération en cours, où on continue d'approfondir les bases théoriques. Et plus on approfondit les bases théoriques, plus en fait on a quand même la capacité à aller traiter des questions qu'on avait plus de mal à traiter avant. On travaille beaucoup sur les régimes de création, on est aussi beaucoup sur l'art contemporain, la musique contemporaine, la musique éclair visuelle. On est très très impliqué aujourd'hui dans tout un tas de métriques sur la rupture, parce qu'à partir des travaux sur les écosystèmes, sur la théorie des graphes et la théorie CK, on arrive progressivement à être capable de mesurer la transformation des biens, mesurer l'évolution des systèmes techniques. Bon, on a aujourd'hui des trucs qui permettent d'avoir une sorte d'économétrie de la conception. Oui. Ça, c'est les prochaines, voilà, ça, c'est Les prochaines percées, justement. c'est les prochaines percées. Et puis les entreprises changent, quoi. Donc les questions qu'elles nous posent sont quand même en évolution assez rapide, avec aujourd'hui des vraies questions autour de la RH. Et finalement, sortir du BE. Aujourd'hui, la question de la conception post-décisionnelle, quoi. Post-décisionnelle, c'est pas seulement le BE, toutes les activités d'entreprise sont devenues post-décisionnelles. En particulier, on lance un très gros programme sur, alors pas du tout l'industrie du futur, mais l'usine conceptrice. C'est aller regarder à l'endroit qui était censé être presque le lieu de la non-conception. S'il y a de la production, c'est précisément qu'à ce moment-là, on ne fait plus de conception. Oui. C'est vraiment le lieu où on a arrêté la conception. Et on constate aujourd'hui que tout l'enjeu, c'est de réinventer la conception en production. Et on a un très très... Alors c'est un problème qui nous est venu dès l'industriel, à nouveau. Ça c'est Airbus. On a un extraordinaire ingénieur qui est venu frapper à la porte un jour et qui dit j'ai lu vos bouquins. Merci. Et je les ai appliqués. Dites-nous. Oui, mais je travaille chez Airbus. Et donc j'ai pris les bouquins et puis j'ai fait du CK avec mes équipes dans l'usine. Alors, entre nous. Puis nous, ces trucs, et c'était fabuleux, quoi. Il avait rendu ses ouvriers concepteurs. Et puis, comme il était sérieux, il dit, bah voilà, j'ai le projet machin, on a gagné 20 millions. On dit, bah, oui, quand même. C'est le toyotisme 2.0. Guillaume Bulin. Le type improbable, quoi. Génial. Donc, Je tu peux le voir. Je vais le voir, évidemment.